différences d'approche. Et tout ceci vraiment est très stimulant, très intéressant pour moi. Et donc, je trouve que le fait d'être ici, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Par ailleurs, j'aurais un commentaire, ensuite une question. Le commentaire concerne le point qui a été évoqué par M. Smith. Et ensuite, la question du Steering Committee, le G20 qui serait un Steering Committee. Et je veux dire que je participe à beaucoup de conférences internationales et j'entends souvent dire que le G20, s'il a un rôle à jouer, eh bien, il doit le jouer en tant que Steering Committee, comité directeur. Et la question de la gouvernance mondiale, évidemment, vous avez des centaines de milliers d'institutions qui sont des parties prenantes, mais il y a une chose qui fait la différence par rapport au G20, c'est que le G20 peut représenter, peut être le porte-parole de ces centaines de milliers d'institutions que j'ai mentionnées comme étant le Steering Committee, c'est-à-dire le comité directeur. Et c'est quelque chose que j'entends ici et que j'ai entendu dans d'autres enceintes également. Et cela étant, il me semble que nous devons faire très attention. Lorsque nous disons que le G20 c'est un Steering Committee ou un comité directeur, et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Il y a quelques semaines, on m'a invité dans les pays scandinaves. Il y avait l'Islande qui était représentée, également les pays baltes. Et j'étais impressionné par ce que j'ai vu lors de cette réunion. Il y avait 8 pays et 3 représentants par pays. Et pour ce qui est de ces 3 représentants, c'était des représentants de très haut niveau. Vous avez les secrétaires permanents des Affaires étrangères, du Trésor et les vice-présidents de Banque centrale, donc une représentation de très haut niveau. Et j'ai réfléchi à tout cela. La réunion a eu lieu au mois d'août. Au début du mois, une décision a été prise au FMI. Et la décision, c'était que les États-Unis refusaient l'élection proposée de 24 membres au comité exécutif. Et ces 8 pays, donc les 8 pays nordiques, ont été préoccupés par le fait que les États-Unis, qui avaient posé leur veto dans le cadre de cette élection, eh bien, ça pourrait signifier que ces pays scandinaves risquaient de perdre leur place au comité exécutif. Et donc, chacun de ces pays disait, eh bien, vous, le G20, évidemment, vous êtes en train de prendre des décisions, mais vous êtes en train de nous imposer ces décisions, à des institutions où nous sommes représentés de façon légitime. Et c'est un message que j'ai entendu de très nombreuses fois de la part des 3 représentants de chacun de ces 8 pays lors de la réunion à laquelle j'ai participé. Il y a d'autres exemples que je pourrais mentionner, et je me dis à chaque fois que nous devons faire très attention. Et lorsque nous disons que le G20 devrait et pourrait jouer le rôle d'un comité directeur, Steering Committee, et en fin de compte, pour une raison ou une autre, il me semble que le G20 devrait effectivement jouer ce rôle. Et ensuite, j'ai une question pour Lionel. Alors, j'ai écouté votre présentation et la présentation de M. Padoan. J'ai trouvé ces présentations très intéressantes qui montraient 2 perspectives différentes des questions monétaires internationales et sur le plan intellectuel. J'ai trouvé que ces commentaires étaient très enrichissants, mais fondés sur les mêmes observations, à savoir qu'il existe une relation très étroite entre les questions économiques et monétaires, certes présentées sous des angles différents, mais fondées sur les mêmes observations. Puis j'ai écouté M. Lionel, et il a parlé de la situation économique dans les pays avancés, il a évoqué les difficultés des pays émergents, il a dit qu'il y avait des grandes différences. Et que si la situation de l'économie réelle est différente, à ce moment-là, la réglementation financière et monétaire, et j'écoutais Lionel en français, et je pense qu'il a dit le problème est inverse. C'est-à-dire lorsqu'il a comparé les pays avancés et les pays émergents, et si c'est le cas et la situation est inverse, eh bien cette observation, je la comprends, mais quelles sont les implications au plan politique? Si on dit que le problème est inverse, est-ce que vous êtes en train de suggérer que nous avons besoin de réglementations financières et politiques différentes pour les pays émergents et pour les pays avancés, ou est-ce que cela veut dire qu'une série de règles de réglementation pourrait s'appliquer à tout le monde?
du point de vue monétaire et financier qui s'appliquerait tant aux pays développés qu'aux pays en développement, avec certes quelques ajustements, notamment sur le plan procyclique, donc des mesures procycliques qui peuvent être mises en œuvre. Et la pro-cyclicité, c'est quelque chose qui a été beaucoup débattu, mais qui a sans doute contribué à aggraver la crise que nous avons connue en 2008, mais qui pourrait réduire les effets d'une crise éventuelle à l'avenir. Donc, des mesures procycliques. Donc, pour revenir sur la question de savoir si une série de règles sur le plan monétaire et financier pourrait s'appliquer tant aux pays avancés qu'aux pays émergents, c'est la question que je me pose. Et par ailleurs, la question de savoir où placer la Russie, dans quelle catégorie, ça c'est une excellente question. Et d'ailleurs à Toronto, nous avons fait une recommandation de politique dans le cadre du cadre de Pittsburgh. Nous avons formulé un certain nombre de recommandations. Et pour ce qui est de ces pays, on a donc créé différentes catégories, catégories de pays émergents à déficit, de pays avancés à déficit, de pays émergents excédentaires et de pays donc et une catégorie spéciale pour la Russie. Well, thank you very much. I would like to thank you for being here because certainly preparing for the chairmanship of the G20 is a very significant responsibility. And Kemal is here. Well, Kemal was here, but Gorbadan and myself and others were in Seoul a few weeks ago. And we really appreciate the quality of the work of the Korean presidency to prepare the summit and the historical significance that this has. The first non-G7 country that chairs such an important event. So we're very happy that you're here. We're very happy to hear your comments. And I'm sure that Gordon will want to react relating to the steering committee, what you said regarding the steering committee, and Lionel as regards the political consequences. I have further requests for the floor. So a first series of responses, otherwise we're going to run out of time and we're going to be a little confused. And in about 15 minutes from now, a second series of questions to finish off the meeting. So, in the same order, maybe. Lionel, you go first. Well, thank you, Mr. Moderator, and I would like to thank the speakers for their questions and the quality of their questions. I jotted down what they said. And first of all, I'm very moved to see that I have 90% support from Jacques. 90% from Jacques is, of course, an excellent figure. And we need to get to work, of course, and justify the confidence. But as regards to Asian finance, there is a risk of a crisis there. We look at what is happening. We see that new bubbles are being created. There's a question of the regulation of overheating economies. And this is alongside another problem, which is to try and refinance a number of financial institutions and ensure greater liquidity. Well, we have some difficulty there in mastering exactly what is happening, and in particular mastering the risk as regards Asian finance. There's a lot of tension in Hong Kong in particular, and Israel, which is an emerging economy experiencing very strong growth, and that has similarities with emerging economies. There's a capacity for innovation and competition which is quite outstanding. And we look at the Israeli economic model, and we are a little worried that the bubble
that we notice might blow up, and in Asia the situation is quite similar. Now, I speak under the control of economists who have traveled to China recently, but I do believe that we're somewhat anticipating what might happen, and in particular the possible consequences of these bubbles that might burst. You see that there has been credit restriction measures that have been taken for mainland China in the real estate area. It's a little more complicated in Hong Kong. The phenomenon is a little more difficult to understand and to be supervised by the authorities. But some measures have been taken to tighten credit. There's also the increase in obligatory reserves of banks. And you also saw that the six first banks, the six largest banks, are now forced to generate a 17% Tier 1 capital ratio in their balance sheet because there is real estate risk, real estate investment risk, and there is also the risk related to toxic assets. So they've gone a long way, much further than Basel III. So any risks of a financial crisis in Asia and in general in overheated countries? And the answer is yes. We have the good fortune of having the previous experience of a certain number of crises. The Baltic state crisis is very interesting, or the one in Spain, where countries had financial overheating because they suddenly suffered a marked impact of a drop of interest rate during the European Union or during the Eurozone, which suddenly created excessive internal demand and were unable to control it, or else with very violent corrections, because Baltic states have a record for recession. The Baltic experience, we have that of the Asian situation, 97. That, I don't want to interrupt you, but the whole book of Princeton on this time is different, is full of quotes you've just referred to. References saying, following the financial crisis, we've learned, and never again, and we've taken safeguard measures. That is why, and I fully appreciate the Chinese measures you referred to, and the Chinese macroeconomics are rather well managed, I agree. However, I'm not fully convinced, and even if it's done more quickly, it is perfectly in line with what the developed part of the world is seeking as to financial regulations, not on the re-stimulation of growth, but Basel III is not something that is done to re-stimulate growth, but rather to reduce risks of volatility. I agree with you on the fact that what I am saying has been said often and even contradicted often. But I would like to draw attention to the fact that China has been spared the 1997 crisis, the financial crisis that was announced of toxic assets. So the Chinese banking system did not have the systemic effect in 2008-2009 as announced. India claims to have a capacity of attenuating financial crisis and puts this on the fact of there's no liberalism and it's closed market in financial services. There are some economies that have shown their resilience. Microphone, please, sir. Microphone, please, sir. Microphone, s'il vous plaît. In 97, China had a 30% devaluation. So you can't say there's no impact, and that's what enabled it to kickstart it again. Let's speak of financial crisis. It was spared the financial crisis. You can consider that there are risks in China, but they're rather well managed, and we don't know all the details, and Chinese banks adapt very quickly. And at the same time, they're developing extra balance sheet techniques, which